En direct d'ici, spécial Ubaye, aujourd'hui avec notre invité Pierre-Martin Charpenel, le créateur de la Sabenza de la Vallée. Ça va mieux là, c'est la prononciation, oui. Ça progresse. Ça commence, il y a des progrès. L'historien, la mémoire de la vallée de l'Ubaye. Alors je sais qu'historien vous n'aimez pas, c'est ça, une autre dimension. Non, je dis plutôt le connaisseur, puisque j'ai toujours cherché à connaître et je cherche toujours à connaître. Voilà. Alors la Sabenza de la Vallée a fait plein de choses et elle a surtout, et c'est assez incroyable, dans une petite vallée, ça reste une petite vallée, l'Ubaye en termes d'habitants permanents, en termes économiques c'est autre chose avec les stations, on en parlera. Vous éditez un journal depuis des années maintenant. Et précisément depuis 1998, un trimestriel qui est paru régulièrement tous les trimestres. Alors, dans la présentation, il a un peu évolué. Mes successeurs continuent. Il y a une nouvelle équipe qui fait marcher cette association avec beaucoup d'énergie aussi. La publication continue et beaucoup d'activités de cette association sont pérennisées. Et finalement, je pense que, comme vous le disiez, c'est quand même une originalité parce qu'un petit pays de moins de 8000 habitants, plutôt 7000, je dirais, arriver à produire ça de manière avec des équipes de bénévoles, sans subvention de personne, je pense que c'est à remarquer. Sans subvention de personne, le message est passé pour les élus qui nous regardent. Alors, Pierre-Martin Charpenel, on a parlé tout à l'heure des éléments de patrimoine. Alors, il y en a beaucoup en Ubaye. Il y a le patrimoine religieux, il y a plein de choses. On a vu les fortifications. Vous disiez tout à l'heure que l'un des particularismes, c'est qu'en Ubaye, on peut trouver presque l'histoire des fortifications au fil du temps. Oui, c'est un musée de la fortification. L'expression n'est pas de moi, mais de spécialiste des fortifications, puisqu'on part de Vauban à Saint-Vincent-les-Forts jusqu'à la ligne Maginot, en se rapprochant du col de l'Arche ou du col de Restefond, avec les serrées de rivières tout au long de la vallée aussi, et surtout près de la frontière. Alors, lorsqu'on parle Ubaye, on pense rapidement Mexique, Barcelonnette, Villa mexicaine, etc., les fêtes latino-mexicaines de chaque été. Ben voilà, c'est l'histoire de l'immigration propre à l'Ubaye, vers le Mexique, sachant que les Kérassins, eux, étaient plutôt partis vers les États-Unis, les Champsaurins également. Il y a eu cette direction Mexique pourquoi d'ailleurs cette décision plus spécifique à la vallée ? Disons, on ne va pas faire tout l'historique, on va en raccourci si vous voulez. Les premiers sont partis, se sont débrouillés dans le commerce des tissus, on verra peut-être pourquoi. Et finalement, on fait signe à leurs collègues qui sont restés dans la vallée de venir. Et ça a été une émigration donc, qui a duré à peu près une centaine d'années, ce qui est assez curieux et spécifique, on peut dire aussi, par rapport même aux migrations des Français à l'étranger, et qui a été toujours spécialisé. Ces ruraux sont tous partis là-bas dans le commerce. Ils ont tous travaillé dans le commerce et majoritairement dans le commerce des tissus. Et c'est là que je crois qu'il faut donner une précision, c'est que leurs parents ou grands-parents étaient quand même des colporteurs qui ont aussi fait commerce dans toute l'Europe, on pourrait le dire. C'est un visage qui a été un peu oublié, mais que le musée, prochainement, va pouvoir mettre en valeur pour montrer cette continuité de l'Ubaye et cette habitude de voyager. Alors les habitants de l'Ubaye, c'est pas le cas de partout, sont très fiers de ce qui s'est passé avec cette aventure mexicaine. Il y a beaucoup de liens qui sont tissés, vous y avez participé vous-même directement à ces liens avec le Mexique. Ils perdurent aujourd'hui par les fêtes latino-mexicaines et puis perdurent par l'architecture, évidemment, pour ceux qui ne seraient pas allés à Barcelonnette ces dernières années, on vous encourage à vite y aller. D'abord, c'est une très belle bourgade et surtout on y voit, c'est une belle villa mexicaine, entre autres. Regardez par exemple un reportage qu'a réalisé France 3, c'était il y a quelques années, regardez. Contrairement aux apparences, voici un concert de musique traditionnelle, place Manuel, en plein cœur de Barcelonnette. À Barcelonnette, parce que Barcelonnette Attends, comment ça s'est passé là ? Ils ont été au Mexique. Depuis la fin du 19e siècle, les habitants de la vallée ont émigré en masse vers le Mexique. Dans la vallée actuellement, il y a moins de 7500 habitants, 7050 je crois. Et donc au Mexique, vous avez plus de chances de croiser un Ubayen de souche, quasiment, qu'ici. Parmi ceux-là, Bernard Martel, il vit à Mexico et revient chaque année dans la villa familiale de Barcelonnette. Là, il y a l'arrière-grand-père, donc Allègre, tu vois. Ça, c'est l'arrière-grand-père Marius. Marius Allègre, qui s'est marié en 1895 à Mexico. Alors lui, ça c'est du côté de maman. Avec son cousin André, ils égrènent les souvenirs de famille et plus largement ceux de l'aventure des Barcelonnettes. Il serait aujourd'hui 50 000 descendants de l'autre côté de l'Atlantique. Mes parents encore ne se fréquentaient qu'entre Barcelonnette dans les années 50, on va dire. Donc aujourd'hui, tout ça est pratiquement terminé avec avec la ville, avec les conditions, la difficulté de circulation, et puis en même temps chacun vit dans son quartier. La saga démarre à la fin du 19e siècle. Bernard la raconte au musée aux touristes de passage.
Le départ de la vallée, en général à l'âge de 16 ans, la traversée en bateau et le travail dans un magasin au Mexique, comme seul univers. Ils ne parlent pas l'espagnol, ils ne connaissent pas les habitudes du pays. La seule chose qu'ils connaissent, c'est les compatriotes. Ils arrivent, il n'y a que des Barcelonettes. Déjà, il y a des Barcelonettes qui travaillent, donc ils parlent patois, ils se retrouvent le soir. C'est un peu Barcelonette au Mexique, déjà. Ceux qui ont fait fortune affichaient leur réussite jusque dans la mort avec ses somptueux mausolées. Ils ont aussi marqué de leur empreinte la petite ville de Barcelonnette avec ses villas que l'on surnomme les Mexicaines. Elles sont pour la plupart classées monuments historiques. Voilà, ces villas mexicaines qui n'en sont pas, Pierre-Martin Charpenay. Oui, c'est un raccourci en disant mexicaine. Ce sont des villas construites par des Ubaïens qui ont émigré au Mexique et qui ont fait fortune. Il fallait faire une belle fortune. Et qui ont pris des architectes de Cannes ou de Grenoble pour faire ces villas, qui ont le style des belles villas de Cannes ou des villes d'eau comme Uriache et tout ça. Mexicaine, quand on dit villa mexicaine, c'est parce que c'était non mexicains à nous, disons, qui les ont fait construire. Voilà. Alors toute cette histoire, vous pouvez la revivre au musée de la vallée de Barcelonnette, hein, qui vous accueille toute l'année. Il y a une exposition en permanente, hein, c'est ça? Oui, plus la salle principale qui est réservée au Mexique. Et prochainement, on l'espère, il y aura aussi des salles qui vont reprendre ce que j'évoquais, c'est-à-dire l'émigration lointaine, mais en Europe. Alors, voilà pour la partie Mexique, mais on y consacrera d'ailleurs des émissions spécifiques. Il y a également, dans les particularités et les particularismes de la vallée de l'Ubaye, comme dans chacune de nos vallées de montagne, il y a bien sûr le poumon économique et les stations de sport d'hiver. D'ailleurs, on parlait de la population permanente tout à l'heure. Il y a évidemment une dichotomie entre le nombre d'habitants permanents et leur poids représentatif. Le président Lanfranchi dit souvent que ça fait l'équivalent de 20 000 personnes à l'année, quoi, si on prend en compte les résidences secondaires, etc. Et c'est pas facile, la vie des stations. Récemment, par exemple, la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye a repris la gestion de la station du Soz. Ça fait 1 an que les débats vont bon train. Maintenant, c'est fait, mais il y a encore des recours. Je vous propose de faire un point d'actualité sur cette affaire. Les derniers événements en date, regardez. Nouveau rebondissement pour la station du Soz dans la vallée de l'Ubaye. Après la mairie de Barcelonnette et des particuliers, c'est la préfecture des Alpes de Haute-Provence qui a décidé de déposer un recours contre l'accord passé entre la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye et l'ancien délégataire de la station, la SAS Coutolingue Frères. Un recours déposé par la sous-préfète de Barcelonnette elle-même, Véronique Caron, et du fait de la loi montagne. On le sait, cet accord avait été trouvé in extremis pour permettre l'ouverture totale de la station du Soz pour cet hiver. Un accord qui porte sur la reprise de la structure par la CCVU. Cette dernière avait finalement concédé un chèque de 4,5 millions d'euros à l'ancien délégataire pour la reprise de la station. Un accord nécessaire pour le président de la CCVU qui prévient 1000 emplois sont en jeu dans cette affaire. Nous continuons de gérer le Soz, puisque nous en sommes devenus, après un jugement du tribunal, propriétaire. Reste à fixer aujourd'hui, et c'est l'objet du recours, les conditions de la propriété du bien, mais en tous les cas, nous sommes propriétaires. Et donc, nous gérons dans l'intérêt de l'économie et de la politique de la vallée. Parce que si on devait arrêter, c'est 1000 emplois qui sautent. Un accord dénoncé donc dès le début par le maire de Barcelonnette, Jean-Pierre Jobert. Hostile, il a rapidement déposé un recours contre un accord qu'il juge, tout comme la sous-préfète, illégal, et du fait de cette fameuse loi montagne qui prévoit que la station appartient désormais au bien public. Il est au micro de nos confrères de France 3 Provence-Alpes. Mon seul souci a été de protéger l'argent du contribuable. Le contribuable n'a pas à payer ce qu'il ne doit pas payer. Donc de le protéger, mais aussi de protéger l'emploi. Parce que je préfère que l'argent qui n'avait pas à être versé soit consacré à la modernisation des remontées du Soz. Avec ces recours, l'accord entre la CCVU et la SAS Coutolingue Frères pourrait désormais prendre des années avant d'être validé. En attendant, la station du Soz peut continuer de tourner, mais pour combien de temps ? Et elle tourne bien. On a entendu donc Michel Lanfranchi et Jean-Pierre Aubert, le maire de Barcelone. Un petit mot sur l'actualité, ce n'est pas l'objet vraiment de cette émission, mais sur le Soz. Non, l'essentiel, je pense, c'est que l'hiver a démarré, la station a démarré. La justice interviendra, mais que d'ici là, la gestion soit efficace le plus possible pour préserver ce que Honoré Coutolingue, il faut citer quand même son nom, que ce brave Honoré avait lancé et s'était dévoué pendant si longtemps. C'est tout ce qu'il faut souhaiter, que ça fonctionne et la justice tranchera.
Puis il y a des paquets de neige cette année, ça se passe très bien. En haut, il y a 2 mètres, c'est le cas aussi dans le Val d'Alos. Alors le Val d'Alos, qui est jumelé avec Pralou, c'est la station à ce stade la plus enneigée de France. Il y a 2 mètres, 1,70 m en bas et 3 mètres en haut. Ah oui. Et oui, puisque c'était un courant qui venait du sud, donc ils étaient bien exposés pour recevoir beaucoup de neige. Allez, on retrouve Pierre-Martin Charpenel dans un petit moment, juste après avoir fait un point complet sur l'actualité d'ici. L'actualité d'ailleurs, c'est le JT d'ici, Valentin Doyen.